Il y a une mode aujourd'hui dans le monde de l'automobile, c'est les SUV. Et on en a à toutes les sauces. SUV urbain, SUV coupé, 5 ou 7 places, SUV sportif, etc. On en arrive à une période où on mixe les SUV avec les autres types de voitures. Que ce soit des SUV mélangés à des citadines, à des compacts, à des coupés, mais aussi avec des berlines. Sauf que ça, c'est pas nouveau. Mixer des types de voitures quand un style est à la mode, ça s'est déjà fait dans les années 2000 avec les monospaces. Et aujourd'hui, on va voir ce que ça donne quand on mélange un monospace avec une berline. Et souvent, c'est pas une super idée. J'interromps cette vidéo pour vous dire deux choses. Déjà, merci beaucoup pour les retours sur la BMW i3 qui vient d'atteindre les 1000 vues. Vraiment, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et aussi, le son, vous l'avez remarqué, il a changé. En effet, vous l'avez remarqué dans les dernières vidéos, il y avait des problèmes de son. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que le micro ne marchait pas. Voilà, tout simplement. Alors oui, c'est bête, je sais. Mais du coup, le problème est réglé. Alors je suis désolé, dans la vidéo qui arrive, il y a encore le son pas terrible. Mais normalement, c'est réglé dans la prochaine. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à ce petit marché qui existait dans les années 2000, les berlines monospaces. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et ça me fait très plaisir. Aussi j'en profite, si vous aimez le format short, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Ipla, c'est juste Alpi à l'envers en fait. La parenthèse est fermée, c'est parti. La Renault Velsatise, ça commence par deux concepts. Tout d'abord le concept initial en 95, qui pose déjà les bases d'une berline monospace luxueuse, mais elle est équipée d'un V10 3 litres 5, et avec un look qui est plutôt celui d'une Laguna 2. Enfin moi je vois une Laguna 2 là. Mais le design se rapprochera avec le concept Velsatise de 98, qui prend la forme d'un coupé 3 portes. La Velsatise de série sort en 2002 et ose la berline monospace. En même temps, le monospace, c'est le créneau maître de chez Renault depuis l'espace en 84. C'est plutôt audacieux de leur part de tenter la berline monospace, surtout sur ce marché qui est très friand de classicisme. Niveau moteur, on a de l'essence, du diesel, ça va de 115 à 245 chevaux grâce au V6 qui équipera plus tard la Nissan 350Z. Malgré tout, le design divise. Et même avec une pub qui dit que son aérodynamisme permet d'éviter les rageux, ça sera quand même un échec commercial. Première raison, le concept et le design de cette Renault sont beaucoup trop avant-gardistes. Ça rappelle une autre voiture de la gamme qui en plus a été lancée en même temps. Et c'est le deuxième point, le lancement de la Velsatise en même temps que l'Avantime qui a brouillé les clients. On a deux voitures qui se prennent pour des monospaces, qui sortent en même temps, et du coup les clients ils se disent « j'achète lequel ?» Et au vu des chiffres de vente, la bonne réponse était aucun des deux. Et le troisième point, c'est la fiabilité. Parce que oui, vendre une voiture réputée pas fiable, avec l'électronique qui marche pas, ou encore un V6 DCI d'origine Isuzu qui se révèle très fragile, c'est pas facile. Alors si en plus la presse commence à surnommer votre voiture la voiture folle après qu'un conducteur soit resté bloqué à 200 km/h sur 150 km, la faute au régulateur de vitesse, autant dire que la carrière de la Velsatise était déjà fichue dès le départ. 62 000 exemplaires, c'est presque un exploit vu tous les problèmes rencontrés, seront vendus jusqu'en 2009, date à laquelle Renault a décidé d'apprendre de ses erreurs. Le design original ne plaît pas, alors on va proposer la voiture la plus fade possible. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec la Renault Latitude, qui arrivera à faire bien pire que la Velsatise en se vantant 4 fois moins. Un sacré exploit. Alors je sais, j'ai été un peu dur avec la Velsatise, et pourtant je l'apprécie beaucoup. Et je ne suis pas le seul, car avec le temps cette voiture est devenue très appréciée sur le marché de l'occasion. C'est un futur collector en puissance avec l'Avantime. Alors la Toledo, c'est un cas un peu étrange. C'est une déclinaison d'une déclinaison. Je m'explique. La Toledo apparaît pour la première fois en 91 et c'est une petite berline tricorps. Et dès sa deuxième génération deviendra tout simplement une version tricorps de la Leon. En 2005 sort la Leon de seconde génération. La mode oblige, même les compacts adoptent un petit look de monospace. Par exemple, il y a aussi la 307 qui a fait ça. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, la Leon 2. C'est aussi la mode des monospaces compacts. Par exemple, le Scénic sur base de Mégane. Et donc, pour surfer sur cette mode, sortira la version monospace de la Leon, la Seat Altea. Et la Toledo dans tout ça. Est-ce qu'elle va disparaître au profit de l'Altea? Eh bien non. Seat décide de garder cette version tricorps, mais elle sera un petit peu différente. Cette Toledo 3e génération sera un dérivé tricorps de l'Altea. Ça commence mal. Niveau moteur, on a de l'essence, du diesel, ça va jusque 170 chevaux tout de même, c'est pas mal. Niveau design,
L'avant, c'est de la Léon 2, on connaît, mais l'arrière est très particulier et ça va en pousser plus d'un. Même si le concept est pas mauvais, car la forme tricorps assez particulière de ce monospace permet d'agrandir le coffre jusque 1440 litres siège rabattu. C'est quand même pas mal. 50 000 exemplaires vendus jusqu'au 2009, c'est un échec commercial. À tel point qu'en 2012, la Toledo de 4ème génération retournera au concept de petite berline tricorps traditionnelle. Je ne sais même pas comment commencer cette partie, tellement cette voiture est particulière. En 97, Opel a fait le même constat que Renault. Ils ne peuvent pas concurrencer les berlines allemandes, que sont les séries 5, classe E ou autres Audi A6. Alors il va falloir jouer sur l'originalité. Et c'est comme ça qu'Opel va sortir la même carte que Renault, la berline monospace. Mais le concept Opel Signum est assez particulier. On ne sait pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est un break? Est-ce que c'est une berline? Est-ce que c'est un monospace? On ne sait pas. En 2001 sortira un deuxième concept du même nom qui précise le design de la version de série qui sortira en 2003. Et là, on ne sait pas trop ce qu'on a devant les yeux. La face avant de Vectra, est-ce que ça veut dire que la Signum n'est en fait qu'une Vectra Break? Eh bien non, la Vectra Break existe et en plus est plus grande que la Signum. Et de profil, personnellement, j'ai l'impression de voir juste une énorme Astra. Et donc cette chose, une Vectra Break qui n'est pas une Vectra Break qui ressemble à une Astra, est censée être le haut de gamme Opel en remplacement de l'Opel Omega. Donc je récapitule. La Signum, c'est une Vectra Break qui n'est pas une Vectra Break, qui était mélangée à un monospace qu'on a mis en haut de gamme Opel, mais qui est plus petit que certains autres modèles de la gamme, avec une ligne très pataude, elle est assez fade, et elle ressemble juste à une grosse Astra. Et bien avec un positionnement aussi compliqué et un physique aussi difficile, ça annonce rien de bon. Mais heureusement, niveau moteur, ça se rattrape. Ou pas. Niveau essence, rien à dire, des 4 cylindres, des V6, jusque 250 chevaux, jusque là tout va bien. Mais en diesel, le milieu de gamme diesel a rien de spécial, mais que ce soit l'entrée de gamme, qui est en 1,9 litre diesel de 98 chevaux, je rappelle, on parle d'une berline premium, vous imaginez une 607, une Citroën C6, ou même les séries 5, classe E ou A6, en 2003 qui sortent avec un diesel de même pas 100 chevaux. Du coup, pour rire, j'ai voulu trouver ses performances. Et le 0 à 100 se fait en pas loin de 14 secondes. 14. Des performances totalement dépassées, qui seraient justes même pour une petite citadine de l'époque. Mais en haut de la gamme, ça va pas non plus, car on retrouve un certain V6 3 litres, d'origine Isuzu. À croire que ce moteur a été très populaire dans les échecs commerciaux. Et échec commercial elle sera. Les ventes ne décolleront jamais, et elles atteindront quand même, en 2008, à la fin de sa carrière, presque 100 000 exemplaires, qui est, vu les résultats des autres, plutôt honorable. Alors la Fiat Chroma, à la base, c'est une berline sortie en 85, qui est un des 4 projets Typo 4, qui donneront aussi la Lancia Thema, l'Alfa 164 et la Saab 9000. Elle s'arrêtera en 96, et à partir de là, c'en est fini des grandes berlines pour Fiat. En tout cas pour 9 ans. Parce qu'en 2005 sort une nouvelle génération de Chroma, qui n'a rien, mais vraiment rien à voir avec la première. Vous commencez à connaître la chanson, le constructeur se rend compte qu'il ne peut pas concurrencer les berlines premium allemandes, et donc il décide de mixer des berlines et des monospaces. Pour la Chroma, c'est la même chose. On ne peut pas dire si c'est une berline, un break ou un monospace, sûrement parce que c'est les trois en même temps. Mais pourtant cette voiture est bourrée de qualité. Elle est spacieuse, elle est bien équipée, elle est de bonne qualité, et elle est surtout moins chère que les autres. On parle d'un prix de départ en 2008 en dessous des 20 000 €. La base vient de l'Opel Vectra, et donc par extension et aussi celle de l'Opel Signum. Chez les berlines monospace, on aime le recyclage apparemment. Mais heureusement, pas de V6 diesel Isuzu pour la Chroma. Niveau moteur justement, on a de l'essence mais surtout du diesel. Et en parlant de diesel, le haut de gamme est équipé d'un 5 cylindres JTD 2,4 litres de 200 chevaux. Ça prouve qu'avec cette voiture, Fiat ne rigole pas du tout. Et finalement, son principal problème, c'était son look, qui était assez fade et pâteau en phase 1. Mais Fiat va réussir à rectifier le tir et à proposer une phase 2 très réussie et franchement plutôt jolie. Et là, plus rien ne pouvait expliquer l'échec de la Chroma SW. La Chroma SW. Alors oui, Fiat, lors du restylage, a donné à la Chroma un look qui se rapprochait de la nouvelle Bravo, et ils ont tenté une pirouette. Mais malheureusement, il était déjà trop tard, le restylage ne suffit pas, et en 2010, la Chroma se retire, et elle aussi est un échec commercial. Alors depuis le début, l'histoire c'est la même. Les constructeurs généralistes veulent faire des berlines premium,
mais ils n'arrivent pas à concurrencer le premium allemand et donc ils jouent la carte de l'originalité. Mais là, on va voir un cas où même le premium allemand se mettra à faire ses étranges berlines. En 2009, après que tout le monde soit parti, BMW nous sortira sa série 5 Gran Turismo Concept et on est face à un cocktail assez étrange. On a un mélange de série 5, de X6 et de série 7 à l'avant, et c'est une sorte de berline monospace coupé, ou juste une série 5 étirée vers le haut, c'est au choix. Mais au-delà que ce concept ait l'air d'avoir inspiré Tesla pour son modèle Y, cette série 5 GT avait de vrais avantages. Une place à bord qui était bien plus importante que les versions classiques, et dans le coffre, c'est pareil. On avait même la possibilité d'ouvrir le coffre de deux manières différentes. On pouvait l'ouvrir comme une malle ou comme un haillon. À quoi ça sert? À rien. Mais vous pouvez le faire. J'exagère un peu, à la limite, pour les parkings souterrains, c'est pratique, parce que le haillon, quand il est ouvert, est assez haut, mais à part ça, je vois pas. Inutile de vous dire que c'est un échec, c'était prévisible, et BMW décidera d'abandonner le concept assez rapidement pour se concentrer sur ses autres modèles. Enfin ça, c'est ce qui aurait dû arriver. La série 3 GT sortira dès 2013 et sera globalement une série 5 GT en réduction qui prend le look de la nouvelle F30 à l'époque. Mêmes avantages, sauf l'ouverture en malle, mêmes inconvénients, même design pâteau, même destinée, l'échec. Elle disparaîtra en 2019 sans descendance. Quant à la série 5 GT, elle disparaît en 2017, mais étonnamment BMW persiste et nous sortira la série 6 GT, qui est comme un gros restylage de la série 5 GT, et qui, comme les autres, va échouer. Elle restera au catalogue jusque 2023, et avec elle disparaîtra la catégorie. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Les berlines monospace, ça a totalement disparu. Mais maintenant, on a les berlines SUV, notamment chez Stellantis avec la 408, la C4X ou encore la C5X. Elles marchent mieux que leurs ancêtres, tandis que les berlines plus classiques disparaissent petit à petit. Est-on en train de vivre la fin de la berline classique au profit des berlines SUV? Est-ce que la mode des SUV va disparaître avant d'impacter le marché entier? Seul l'avenir nous le dira. En conclusion, les berlines monospace, le concept est plutôt intelligent. On a une berline plus spacieuse, plus confortable avec plus de coffres, plus utilisable au quotidien. Mais le problème, c'est le look pâteau tout d'abord, le design qui est soit trop fade, soit trop extravagant, un positionnement qui est souvent flou, mais surtout ce qui fait qu'elles n'ont pas rencontré le succès, c'est un marché qui est en recherche de classicisme. Certaines finiront certainement collector, comme la Velsatiz, mais le reste tombera dans l'oubli, ou restera comme simple curiosité. D'ailleurs, si ces voitures vous intéressent, vous pouvez faire de très bonnes affaires, car maintenant elles se trouvent pour une bouchée de pain. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, le pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle voiture, de quelle marque ou de quelle histoire vous voulez que je parle. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à plus!